Stéphane Bancel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes figure mondiale de la lutte contre le Covid, patron de Moderna, un des principaux vaccins administrés dans le monde entier. Dans les pharmacies en France, dès cette semaine, on va parler de ça, des vaccins, les conseils pour la suite, votre extraordinaire aventure, les ratages aussi, notamment européens. D'abord, un mot très général dans la dynamique de la pandémie, pour ce qu'on peut en dire, où en est-on ? Mais je trouve qu'on est à un moment quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse avoir en 11 mois un vaccin autorisé et ensuite en quelques mois un déploiement sur les personnes âgées, le personnel médical et après dans la population générale, je pense que c'est une victoire assez extraordinaire de l'ingénuité, je dirais, humaine. Tout le monde pensait qu'il faudrait 3 à 4 ans pour faire un vaccin et des années pour le déployer. Donc je pense qu'on doit être tous assez heureux de là où on est aujourd'hui. Alors, on va parler des extraordinaires potentialités qui s'ouvrent. Alors, pour le Covid, pas seulement la perspective de vaccins contre le cancer et d'autres maladies, mais restons d'abord sur cette lutte pied à pied contre le Covid. D'abord, le vaccin Moderna en pharmacie depuis 7 semaines. Qu'est-ce que ça peut changer ? Je pense que ça peut changer une plus grande vaccination. Il faut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement capables de se déplacer de par leur travail ou autres occupations. Et donc, ce qu'on a vu aux États-Unis, qui est quelques mois, je dirais, en avance sur l'Europe, c'est que le passage en pharmacie a beaucoup accéléré la vaccination. Et donc, je pense que c'est une étape importante et j'en suis très heureux pour la France. Quelques questions vraiment de base du vacciné quand on sort de sa vaccination. Il y a quelques questions que tout le monde se pose et la science, semaine après semaine, commence à préciser les réponses. D'abord, après combien de temps la première piqûre offre-t-elle une couverture satisfaisante ? Donc, ce qu'on voit des données cliniques, c'est qu'à partir d'à peu près 10 jours après la première dose, on commence à avoir une très belle production d'anticorps qui donc commence à éviter essentiellement les hospitalisations. Donc, la vaccination n'est pas terminée, mais la protection commence à être vraiment importante. Alors là, généralement, le vaccin, le médecin ou l'infirmier ou l'infirmière vous disent attention, attention, il faut faire comme s'il n'y avait rien, il faut continuer les gestes barrières. C'est vraiment vrai ou c'est une sorte de prudence ? Je pense que c'est vraiment vrai dans le sens où quand vous êtes infecté, ce qui est difficile de planifier, c'est quelle est la quantité de virus que vous allez recevoir. Donc, entre être exposé, je dirais, quelques minutes à une personne infectée et passer 2 heures dans une petite salle avec une personne infectée, la différence est importante. Et ça qu'il est impossible de savoir à l'avance. Donc, je pense que de rester prudent est important parce qu'on a tous un rôle à jouer de réduire cette pandémie de par la prévention de l'infection de personne à personne. Quel est le bon intervalle entre la première piqûre et la deuxième ? Ça a flotté un peu, hein. On comprend qu'il y a eu parfois des questions aussi de livraison qui ont influé. Le bon intervalle, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce n'est pas une chose très précise. Les études cliniques ont pris 28 jours entre les deux doses. Nous, ce qu'on recommande, c'est entre 20 et 40 jours. On pense que la différence clinique est négligeable. Maintenant, la troisième piqûre, qu'est-ce qui se profile ? Est-ce que ce sera le cas pour tout le monde ? Alors, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Il y a deux choses, je pense, qui sont importantes à comprendre. La première, c'est qu'avec le temps, après vaccination, votre niveau d'anticorps baisse. Et il baisse d'autant plus vite que vous êtes plus âgé ou que vous avez d'autres facteurs de comorbidité. L'autre élément, c'est par quel virus vous allez être infecté. C'est très différent si vous êtes infecté par, on va dire, le virus initial, donc le virus entre guillemets de Wuhan, ou le virus anglais, le 117, ou si vous êtes infecté par un mutant qui est plus important, comme celui identifié au Brésil, en Amérique du Sud, Afrique du Sud, pardon, ou en Inde plus récemment. Et donc c'est ça qui est un peu compliqué à savoir. Donc je dirais, pour les personnes qui ont été vaccinées en janvier au démarrage, qui sont les personnes les plus âgées ou les plus à risque, je pense qu'il est prudent de commencer des rappels autour du mois de septembre. Rapidement, c'est quelques questions aussi. Vacciner les jeunes, oui ou non ? Moi, je pense qu'il faut vacciner les jeunes pour avoir un effet important au niveau collectif. C'est-à-dire, comme on le sait, les jeunes sont très rarement malades de la Covid, mais ils la transmettent. Et donc, si on veut vraiment arriver dans un monde où on gère ce virus bien et on revit de manière normale, je pense qu'il est important de vacciner les ados, de façon à ce que les ados, à l'automne, ne soient pas infectés par un variant,
le donnent à une personne âgée de leur famille et on recommence sur les hospitalisations. Stéphane Mancel, quel est le momentum? Vous travaillez sans arrêt, vous vous en rendez pas compte, mais les gens normaux, ce soir, sont sur les terrasses avant le couvre-feu. Il y a une espèce de bouffée d'optimisme qui est revenue. Est-ce que c'est un optimisme excessif? Est-ce que la quatrième vague, on la sent venir ou pas du tout? Alors, je pense que ça dépend vraiment de chaque pays, parce que le niveau de vaccination est différent d'un pays à l'autre et aussi le niveau de variant est différent. Je pense qu'effectivement, on est en train d'entrer dans une phase avec en plus les beaux jours qui aident, hein. Il faut voir qu'à l'extérieur, je pense personnellement que le risque d'infection est extrêmement bas. Le problème, c'est bien sûr à l'intérieur, c'est un virus respiratoire. Donc, de voir des gens en terrasse en ce moment, je pense que c'est un moment important d'optimisme pour tout le monde. Stéphane Mancel, il y a plein d'implications politiques très importantes de tout ce que vous avez mené. Vous êtes un observateur général, bien que français, vous pouvez être très objectif. Donc, d'abord la France, on a tout dit, mauvais élève, bon élève. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bon élève de la vaccination? Mais de voir qu'aujourd'hui, la vaccination est proposée en fin mai à tous les adultes, c'est quand même un résultat, je pense, assez extraordinaire. Est-ce que tout a été parfait? Non. Il faut voir que c'est une campagne de vaccination qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la France ou même du monde. C'est par les États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont bien démarré la campagne de vaccination? Non. Est-ce qu'elle s'est bien développée et bien terminée? Je pense que la réponse est clairement oui. Sur l'Europe, en revanche, vous êtes sévère, vous avez eu des mots assez durs. Pourquoi exactement? Qu'est-ce que l'Europe a raté? Je pense que ce que l'Europe aurait pu mieux faire, c'est ce que les États-Unis ou l'Angleterre ont fait, c'est de commander en parallèle tous les vaccins et d'aider les industriels. Là, est-ce que vous sentez la différence de mentalité avec les Américains? Il y a cette scène extraordinaire où vous êtes parmi d'autres, mais avec Donald Trump, et lui vous repère tout de suite. Il dit, ah là, avec celui avec l'accent français un peu bizarre, il veut aller plus vite que les autres, on va parier sur lui. Mais Trump ou pas Trump, ce pari sur l'avenir, est-ce que vous l'avez senti davantage aux États-Unis? Mais clairement, aux États-Unis, ils ont pris une approche très pragmatique, qui est de dire, comme on ne connaît pas ce virus, on va parier sur trois technologies, dont la technologie de l'ARN messager, qui à l'époque était la plus prometteuse sur papier, mais qui n'avait jamais eu de produit approuvé. Et aussi sur des technologies plus classiques, comme les technologies des protéines adjuvantées, comme les produits, par exemple, de Sanofi. Racontez-nous la scène, comment ça se passe? Il y a ces photos où on vous voit face à Donald Trump, il vous regarde hein, et il vous parle. Vous avez dit quelque part qu'il était un peu agressif parfois, mais enfin, bonne ou mauvaise agressivité, chacun peut juger, en tout cas, vu le résultat. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Et donc, il faisait le tour de table, il faisait parler tous les patrons des différents laboratoires et il commençait à être frustré. Vous voyez, je suis assis en face de lui, il a commencé à côté de lui par la patronne de GSK qui est en bleu, Emma, sur la photo. Et il était un peu frustré des durées qui lui étaient décrites par les industriels, plusieurs années pour un vaccin. Et donc, il est arrivé à moi et il m'a demandé où on en était. Donc, je lui ai dit qu'on était à quelques jours de partir en essai clinique et que c'était possible qu'on ait un vaccin d'ici la fin de l'année. Et c'est là qu'il a été intéressé parce qu'effectivement, vu son rôle de président du pays, il était intéressé à avoir un vaccin le plus vite possible. L'équation personnelle compte. On a vu chez les Israéliens un Benjamin Netanyahou qui appelait la nuit le patron de Pfizer pour dire je veux mes doses. Est-ce que vous avez vécu ça avec certains responsables d'État, des gens qui vraiment vous avaient cette volonté d'empoigner? Ah oui, alors effectivement, ça a été, je dirais, 6 à 9 mois assez extraordinaire. Effectivement, le Premier ministre Netanyahou appelle régulièrement et à toutes heures du jour, de la Il nuit, vous a appelé vous aussi? pour... Ah oui, certaines fois 2, 3 fois par semaine. Euh, et c'était ou pour savoir où étaient les doses, Ouais. mais aussi pour continuer à comprendre cette pandémie, à comprendre les variants. Dès qu'il y a eu les premiers cas de variants indiens, le premier coup de téléphone que j'ai eu, c'est de Netanyahou, qui m'a appelé un jour, il était midi de la nuit pour eux, il devait être 7 ou 8 heures du soir à Boston, me disant, hey, on vient d'avoir le premier cas de variant indien, qu'est-ce que vous savez sur le vaccin Moderna, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui ai décrit toutes les données qu'on avait à ce moment-là et que donc on pensait, ce qui était maintenant validé, que le variant indien serait bien contrôlé sous le vaccin Moderna. Et ça, c'était une exception Netanyahou ou il y a eu d'autres qui ont eu cette espèce de culot? Alors, c'est un petit peu tout le monde, je dirais. Il y a beaucoup de ministres de la Santé ou de premiers ministres ou de présidents qui sont très impliqués. J'ai eu la chance de parler directement au président Macron plusieurs fois
qui a des fois passé des moments entiers à essayer de comprendre la science, non seulement sur la vaccinologie, mais aussi sur les anticorps. Donc, je dirais, il y a eu un grand changement entre il y a un an, où beaucoup de chefs d'État ou de ministres de la Santé pensaient que cette petite crise Covid n'allait pas durer, avec, je pense, une très forte réalisation ces 6 à 9 derniers mois que le virus allait rester pour longtemps et Comment, qu'ils avaient besoin. Pardon, comment se comportait Emmanuel Macron avec vous? Olivier Véran dit qu'au milieu de la nuit, il lui envoie parfois des articles scientifiques en disant regarde ça. Bon, est-ce que ce côté voilà, d'entrer dans le détail même des connaissances du moment, vous l'avez senti? Ah, tout de suite, j'avoue que j'ai été très surpris de sa compréhension scientifique des dossiers Hmm. et de son esprit critique pour comprendre les recommandations qui lui venaient donc de son entourage scientifique et médical, pour essayer de comprendre ce qui se passait aux États-Unis, mais ce qui se passait aussi dans d'autres pays. Je peux vous dire qu'il a lu lire beaucoup de papiers scientifiques sur le Covid pour en être à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est une réussite économique aussi. Vous avez levé en bourse combien? 1, combien de milliards? Donc, l'année dernière, on a levé 1,3 milliard pour pouvoir financer l'outil industriel parce qu'à l'époque, aucun État ne nous avait aidés. Hein. Mais sur l'histoire de Moderna, on a levé 5 milliards de dollars pour construire la société. Est-ce que c'est une réussite capitaliste avec les excès et les bons côtés? On va en reparler, mais est-ce qu'en soi, on peut dire que c'est une réussite capitaliste? Je pense qu'on peut dire ça. Il faut voir que sans ces 5 milliards de dollars pour investir en science, pour investir dans un outil industriel, pour investir dans des programmes cliniques qui coûtent beaucoup d'argent et avec une vision dans la durée, on avait toujours dit à nos investisseurs, si cette technologie marche, ça serait une nouvelle classe de médicaments. Quand on avait commencé, j'avais dit qu'il y avait peut-être uniquement 5% de chances que cette technologie marche. Ça, c'était il y a 10 ans. Donc, il y a eu effectivement un succès capitalistique. Et d'ailleurs, l'histoire assez étonnante, c'est que l'année dernière, pendant la crise Covid, on essayait désespérément d'avoir des capitaux pour construire l'outil industriel. Parce qu'on s'était dit, si le vaccin marche au niveau clinique et qu'on n'a pas d'usine pour fournir des doses à la planète, c'est une catastrophe de santé publique. Et donc, nous avons demandé à toutes les grandes fondations de ce monde. Elles ont toutes refusé de nous donner même 1 euro ou 1 centime. On a ensuite demandé au grand gouvernement. Et à l'époque, il n'y avait pas assez de données. Donc, on n'a pas eu d'aide. Par contre, Donc c'est le le privé. 18, exactement, le 18 mai l'année dernière, quand on a eu les données de phase 1, qui donc étaient très tôt, hein, très précoce, 50 personnes, on a levé le soir même, donc à la fermeture des marchés, 1,3 milliard de dollars. Et donc, le comble de l'histoire, c'est que c'est les marchés financiers qui ont financé cette incroyable aventure de santé publique, alors que j'aurais pensé que des fondations ou des gouvernements aient plus d'appétit pour nous aider que les marchés financiers qui sont toujours avec une vision plutôt court terme. Stéphane Bancel, on est frappé de voir à quel point il y a une réussite éblouissante d'un vaccin en si peu de temps. Et en même temps, il y a encore des résistances, encore des anti-vaccins, beaucoup de sceptiques. Qu'est-ce que vous leur dites quand en une phrase, en 2 phrases, qu'est-ce qu'on peut dire à ces sceptiques qui souvent, c'est une histoire de foi pour ainsi dire, n'y croient pas? Oui, qu'il ne faut pas confondre les vieilles technologies de vaccin dans lesquelles vous mettez des produits chimiques appelés des adjuvants pour faire marcher le vaccin mieux, avec une technologie nouvelle comme Moderna, dans laquelle il n'y a pas d'adjuvant. On ne rajoute pas de produits chimiques pour rendre le vaccin plus efficace. La molécule d'ARN messager est totalement détruite dans vos cellules 48 heures après l'injection. Le lipide, la molécule de gras ou de lipide qui est mis autour de l'ARN messager pour l'amener dans votre cellule, elle a une durée de demi-vie de 2 heures dans vos cellules. Donc, il n'y a pas vraiment de risque à long terme de cette technologie. Il n'y a pas de produits chimiques ajoutés. Donc, il faut bien regarder que c'est rien à voir avec les vieux vaccins. On voit bien le distinguo qui est pas facile entre l'excès complotiste, la folie, et quand même garder un bon esprit critique. La question de est-ce qu'il y aurait eu peut-être un virus parti dans le laboratoire à Wuhan. C'est pas seulement une question complotiste, il y a des gens très sérieux qui émettent l'hypothèse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une hypothèse totalement possible. Il faut voir que ce type de laboratoire est un laboratoire très compliqué, avec beaucoup de procédures pour garder la sécurité du laboratoire. Les erreurs humaines arrivent de partout. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est ce qui s'est passé? Je n'ai aucune donnée pour en avoir la certitude. Mais est-ce qu'il est possible que le virus soit sorti du laboratoire par une erreur humaine avec une infection de techniciens
qui ensuite donc le propage dans la communauté, dans la ville de Wuhan, c'est une hypothèse possible. Il faudrait vraiment qu'il y ait une enquête approfondie pour la valider ou pas, mais je pense que c'est une hypothèse totalement possible. Est-ce que ce laboratoire fait partie, est-ce qu'effectivement ce sont des laboratoires relativement rares, celui qui existe à Wuhan? Oui, effectivement, c'est un laboratoire de plus haut niveau de sécurité bactériologique. Il n'y en a que quelques-uns qui existent dans le monde. Il y en a un en France sur Lyon. Il y en a un aux États-Unis aussi. Donc, c'est vraiment le laboratoire de plus haut niveau dans lequel les virus les plus dangereux sont étudiés. On met le doigt sur la part de on ne sait pas qui est considérable sur beaucoup de sujets. Ça veut dire aussi que le fameux pangolin qu'on a tellement chargé au début, c'est pas sûr que ce soit lui, c'est ça? Et encore une fois, c'est possible, c'est une des causes plausibles de propagation de ce virus dans l'homme, mais il est possible aussi qu'il vienne du laboratoire de Wuhan. Les deux routes sont totalement possibles. Ce que mes scientifiques pensent à Moderna, après avoir fait beaucoup d'analyses génétiques, c'est que l'hypothèse terroriste ou que ce virus ait été créé par l'être humain, ils pensent qu'elle est extrêmement peu probable. Stéphane Bancel, quand on fait votre portrait, on est frappé de voir à quel point tout semblait vous destiner à ça, le côté matheux, passionné de science, etc., mais aussi très entrepreneur. À quel moment est-ce que ça a pris? À quel moment est cette espèce de vocation qui a fait que c'était vous? Ben, je dirais, il y a eu beaucoup de chance et beaucoup de rencontres extraordinaires dans ma vie. Je dirais partir en Asie comme premier poste chez Biomérieux m'a ouvert les yeux sur l'Asie, qui est un continent sur lequel il y a eu beaucoup de problèmes d'infection. Il y a eu une grande crise en Asie, au Japon, lors de ma première arrivée en 95-96, avec une contagion bactérienne qui tuait des enfants sur Osaka, qui m'a aussi beaucoup influencé personnellement. Enfance et études à Marseille. Est-ce qu'il est vrai que vous étiez dyslexique? C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à apprendre à l'école. Hein. J'avoue que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus du terrain, qui apprend beaucoup plus en discutant avec les gens. J'ai une mémoire de la situation assez extraordinaire, euh, des photos, des chiffres que je lis. Je prends des notes tout le temps, mais je lis jamais mes notes. Je mets mes notes à la poubelle directement. Mais le fait d'écrire me fait rentrer les choses dans la tête. J'avais effectivement beaucoup de mal à apprendre la biologie, l'histoire. Mes parents n'étaient pas toujours très fiers de mes notes quand j'étais Vous au allez, collège à l'époque. vous allez rassurer tellement de parents qui vont entendre ça. Ah, mais bon, peut-être que mon fils ou ma fille peuvent faire une carrière à la Bancel. C'est pas indifférent dyslexique. Hein. Il y a quelques célèbres, c'était Churchill. On cite toujours les mêmes. Alors, évidemment, tous n'étaient pas des génies, mais Churchill, Léonard de Vinci, il y en a quelques-uns comme ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est une manière différente de penser. Je pense que la grande force, c'est de pouvoir connecter les points de manière assez intéressante. De temps en temps, je fais des remarques à mes équipes et je dis, mais ce truc-là, ça va influencer quelque chose là-bas. Et les gens souvent mettent quelques minutes à connecter tous les points. Et je pense que c'est l'avantage d'un cerveau fait un peu différemment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment une forme d'approche chez le dyslexique ou on dit parfois chez certains autistes qui amène une liberté de pensée différente? Je pense qu'on est obligé de s'équiper différemment pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre les situations. Et la grande force de ne pas pouvoir mémoriser facilement, ce qui est mon cas, c'est que ce qui me force à comprendre. C'est-à-dire que des fois, je passe plus de temps que certains à comprendre quelque chose, mais je le comprends vraiment en profondeur et je le comprends, je dirais, pour le restant de mes jours, ce qui m'aide beaucoup à construire, si vous voulez, cette connaissance à travers les années. Vous avez été propulsé d'un coup parmi les hommes et les femmes les plus riches de la Terre, une fortune évaluée à 3,5 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça change? Quand c'est pas l'argent qui vous a donné la motivation, ça change rien. C'est très américain déjà. Hein. Vous avez dit, vous n'avez pas gardé cette fortune, vous allez la donner, la partager, la rendre d'une certaine manière. Vraiment, on peut faire ça. On n'est pas tenté quand même de garder. Euh, la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a personne qui part au cimetière avec de l'argent. Donc, nous, ce qu'on préfère avec mon épouse, c'est l'impact. Donc, on commence effectivement à donner beaucoup d'argent dans les communautés. On a commencé par les États-Unis aujourd'hui, à Boston, mais aussi à Los Angeles, dans le sud des États-Unis aussi. Ce qui nous intéresse, c'est quelques thèmes dont aider les enfants, l'éducation, les injustices sociales. Et donc, on est en train de réinvestir, si vous voulez, entre guillemets, cet argent dans l'amélioration de la société dans laquelle on vit.
le potentiel pour beaucoup d'autres maladies, il est colossal. Il serait trop long de tout citer ici, mais évidemment le cancer, l'idée qu'un jour des vaccins pour certains cancers existeront, est-ce qu'on s'en rapproche par l'ARN messager? Alors, je pense qu'effectivement, on est en train de vivre, et sans doute pour les 5 à 10 prochaines années, une période scientifique extraordinaire où on commence à comprendre comment les cancers se développent. On sait aujourd'hui ce qu'on ne savait pas il y a 10 ans, que le cancer est une maladie de l'ADN. Et donc, de dire aujourd'hui j'ai un cancer du sein ou un cancer de la prostate, ça veut cliniquement rien dire. Bien sûr, ça décrit l'endroit où vous avez une tumeur, mais ça ne veut rien dire quant à la nature de cette maladie. C'est uniquement quand vous commencez à prendre une biopsie et à lire les lettres de l'ADN, donc à séquencer cette cellule cancéreuse, que vous pouvez commencer à comprendre la maladie et aussi les médicaments de cette maladie. Et l'autre grande découverte de ces 5 à 10 dernières années, c'est le rôle du système immunitaire. C'est en fait qu'on a réalisé qu'on a tous beaucoup de cancers dans notre vie. Et que si vous êtes en bonne santé, si vous mangez des bons aliments, si vous faites du sport, si vous dormez, en fait, votre système immunitaire est capable de gérer vos cancers. Et si vous regardez, c'est un peu comme Pac-Man qui va manger les cellules cancéreuses. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'une fois qu'on a compris la nature du cancer, comment on a compris le système immunitaire et comment il attaque le cancer, comment après au niveau médicamenteux, avec entre autres de l'ARN messager, vous êtes capable d'aider les patients qui ont un cancer pour en fait que leur corps, leur système immunitaire même, s'occupe de leur cancer. Donner de l'espoir, par où est-ce que ça peut commencer? Il y a tellement de sortes de cancers, internes, externes, etc. Les premiers types de cancers où ces vaccins, futurs vaccins, fonctionneront. Alors, on a commencé à avoir des données intéressantes sur le cancer de la peau, le cancer de la tête et du cou. Aussi, on a des données sur des cancers de la prostate. Donc, ça commence à se répandre sur de plus en plus de types de cancers. On pense qu'à terme, alors à terme, il faut faire attention, ça peut être 5 à 10 ans en médecine, hein, mais on pense qu'à terme, on devrait arriver à gérer la plupart des cancers. Stéphane Bancel, vous êtes un produit d'exportation français, marseillais. Un mot des Marseillais. Alors Didier Raoult, il y a deux grands Marseillais qui se sont fait connaître dans cette crise. Ça vous fait sourire, évidemment. Vous êtes très différents. Ah oui, on est très différents, oui. Je ne suis pas un scientifique, le professeur Raoult est un scientifique, il est médecin aussi, je ne suis pas médecin. Donc effectivement, on est très différents dans nos approches. On a collaboré à l'époque où j'étais à Biomérieux de par notre passion commune qui est l'infectieux, mais on est bien sûr très différents. Il a des compétences scientifiques que je n'ai pas. Est-ce que vous l'aimez bien? Le professeur Raoult est quelqu'un de très intéressant de par sa compréhension des maladies infectieuses et sa proximité, je dirais, des malades. Il faut bien voir qu'étant à Marseille, il a traité depuis des décennies des gens qui débarquent d'Afrique avec des virus ou des infections assez incroyables. Et il a, je dirais, ce flair pour détecter rapidement les infections qu'ont les gens, parce que quand vous avez une infection, chaque jour et chaque heure compte énormément. Les grands spécialistes, c'est très intéressant au sujet de Didier Raoult. Ils sont souvent hors caméra, ils vous disent, voilà, il y a le meilleur et le pire chez lui, c'est-à-dire côté tout à fait génial, un caractère compliqué, les deux coexistent. Est-ce que c'est votre sentiment? Mais je pense qu'effectivement, comme toute personne qui est pointue dans son domaine, a le caractère qui vient avec. Un dernier mot, regard historique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les épidémies façonnent vraiment l'humanité, que c'est avec les guerres peut-être les grands moteurs de l'histoire. Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que d'une certaine manière on sortira plus fort peut-être du Covid? Je pense qu'effectivement, les maladies infectieuses sont avec l'être humain depuis le démarrage de la présence de l'être humain sur la planète. Comme vous le dites, au niveau de l'histoire, il y a eu énormément d'impact même sur la société, sur les mœurs de vie, sur la politique, de par les maladies infectieuses. Aujourd'hui, grâce à la science et à la technologie, on a été capable de développer un vaccin très rapidement. Je pense qu'effectivement, dans le futur, on sera capable d'aller encore plus vite. Moi, je pense que la prochaine fois, je ne serai pas surpris si on peut faire un vaccin en 6 mois. Et donc, je pense qu'on va arriver à gérer ces maladies infectieuses si on continue à investir. Je pense que le plus gros risque pour nous au niveau société, c'est qu'en fait, on oublie cette pandémie d'ici 1 an ou 2, alors qu'il faut continuer à investir. Il y a encore une vingtaine de virus qui sont des virus dangereux pour l'être humain. Et si on travaille tous ensemble, gouvernement et société, on peut développer des vaccins contre tous ces virus de façon à être mieux préparé la prochaine fois. Merci Stéphane Bancel. Quelle heure est-il à Boston? Il est, je ne sais pas, 15 heures à Boston. Est-ce que c'est vrai que vous dormez 3 ou 4 heures par nuit? 4 ou 5, allez. Allez, un petit peu plus, moi, je vais entre 5 et 6. Ouais. Ah.
Et le jogging chaque matin à 4 h du matin, c'est vrai aussi? Tous les matins, ça c'est vrai, ouais. Merci beaucoup Stéphane Bancel d'avoir été avec nous en direct. Merci. Merci, bonne soirée. C'était votre programme.